économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Vous êtes sur Africable Télévision, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition d'information. Voici à présent les titres de ce journal. Au Nigeria, la secte terroriste vient de faire parler d'elle avec l'enlèvement de 40 jeunes hommes dans le nord-est du pays. Aujourd'hui, la communauté internationale semble résignée face aux exactions de Boko Haram. Dans l'actualité également, le virus Ebola, 8000 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais selon la mission des Nations Unies pour la lutte contre la maladie, les efforts de la communauté internationale portent leurs fruits. Crash du vol des razzias, les recherches s'accélèrent au large de l'île de Bornéo. 30 corps repêchés. Selon le gouvernement indonésien, l'avion aurait emprunté un couloir aérien pour lequel il n'avait pas reçu d'autorisation. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. C'est sur le Nigeria que nous ouvrons cette édition. La secte terroriste Boko Haram a enlevé ces derniers jours 40 jeunes hommes dans le nord-est du Nigeria. Ces hommes ont été emmenés dans la forêt pour en faire des combattants. Un enlèvement de plus pour ces djihadistes. En avril dernier, la mobilisation avait été très importante, mais aujourd'hui, la communauté internationale semble résignée face aux exactions de Boko Haram. Bring back our girls, ramenez-nous nos filles. La campagne pour dénoncer l'enlèvement des 276 lycéennes de Chibok par Boko Haram fait le tour du monde. Chacun y va de sa pancarte, de son hashtag et de sa mine préoccupée. Depuis, les people sont passés à autre chose, mais les Nigérians, eux, n'oublient pas. C'est vraiment ahurissant que dans une nation comme le Nigeria, nous n'ayons pas encore ramené nos filles près de 7 mois plus tard. Mais nous allons continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse le nécessaire et ramener nos filles maintenant et vivantes. Mais l'armée nigériane semble bien impuissante devant la menace de Boko Haram. Sur le dossier des lycéennes de Chibok enlevées le 14 avril dernier, les militaires ont surtout brillé par leur inefficacité. Il faudra attendre plusieurs jours pour que les forces de sécurité prennent la chasse des terroristes. Trop tard, la trace des jeunes filles est perdue. Le 5 mai seulement, des nouvelles arrivent par l'intermédiaire de cette vidéo. Ces filles, pour lesquelles vous vous inquiétez, nous les avons converties à l'islam. Elles ont été converties à l'islam. Aboubakar Shekau, les armées nigérianes et camerounaises ont pourtant donné pour mort à maintes reprises cette année. Mais il est bel et bien vivant. Le chef du groupe islamiste continue de narguer les autorités et de terroriser tout le nord du pays. Depuis le début de l'année 2014, les attaques sont devenues quasi quotidiennes. Enlèvements, attentats, massacres. Les États de Yobe, Adamawa, Borno vivent dans une terreur permanente. Nous sommes des êtres humains. Je suis accablé, je suis réellement triste, car ce qui se passe, c'est contre l'humanité. Les actions que ces gens mènent, ils sont responsables d'actes inhumains. Pourquoi ne prennent-ils pas en compte notre humanité ? Mais Boko Haram tue et continue de tuer. Les musulmans du Nord paient le plus lourd tribut. Le groupe extrémiste leur reproche de ne pas appliquer la charia et de trop collaborer avec l'État central. Le 29 novembre, une triste illustration dans la grande mosquée de Kano. L'attentat fait 120 morts. Avant que la grande prière ne commence, un jeune homme est rentré. Les gens pensaient qu'il venait pour prier. Soudain, nous avons entendu une explosion et vu beaucoup de fumée. J'ai reçu des débris en fer et un homme a eu la jambe déchiquetée par l'explosion. Qui arrêtera Boko Haram? L'armée nigériane, minée par la corruption, est dépassée. Plusieurs villes du Nord, une vingtaine au moins, sont aux mains du groupe terroriste. Une seule option pour la population, fuir à tout prix. 1,5 million de déplacés internes, des dizaines de milliers de réfugiés dans les pays voisins.
L'avancée du groupe semble irrésistible, et même en dehors des frontières nigérianes. Cette année, le Cameroun a dû faire face aux assauts répétés du groupe sur son territoire. Toute la sous-région est menacée. Dans l'actualité, l'état de santé de l'infirmière britannique contaminée par le virus Ebola s'est dégradé. Elle est désormais dans un état critique, toujours hospitalisée dans ce service spécialisé de Londres. Pauline Kaferki travaille pour l'ONG Save the Children en Sierra Leone quand elle a été contaminée. L'épidémie d'Ebola a débuté il y a presque un an en Afrique de l'Ouest. Elle a tué 8000 personnes selon l'OMS. Mais selon la mission des Nations Unies pour la lutte contre le virus, les efforts de la communauté internationale portent fruit. Après la Sierra Leone, le Ghana. Le chef de la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola s'est rendu dans le pays ce vendredi. Objectif, après 3 mois d'efforts, dresser un premier bilan et saluer les résultats menés sur le terrain. Connaissant la situation que nous devions affronter il y a 3 mois, je pense que la réponse mondiale contre Ebola a été plus qu'une réussite jusqu'à maintenant. Et l'UNMIR compte bien poursuivre ses efforts. Selon le chef de la mission, la maladie pourrait être éradiquée en 2015. Il sera extrêmement difficile de l'éradiquer complètement, mais c'est ce que nous allons tenter de faire. C'est la seule solution possible. Tout autre dénouement serait un échec, mais nous y arriverons. Le monde parviendra à se débarrasser d'Ebola. Selon l'OMS, plus de 8000 personnes seraient décédées l'année dernière après avoir contracté le virus, dont presque la totalité dans les 3 pays les plus touchés par l'épidémie. Dans son dernier communiqué, l'ONU fait état de quelques 3000 morts au Libéria, 3000 en Sierra Leone et 1700 en Guinée. À ce stade, et même si des essais sont en cours, il n'existe toujours pas de vaccin contre la maladie. C'est l'épidémie d'Ebola la plus meurtrière depuis la découverte du virus en 1976. Direction la Côte d'Ivoire avec la journée d'information et d'échange sur l'importance de l'allaitement maternel. La cérémonie était organisée par la Direction de coordination du Programme national de nutrition. En Côte d'Ivoire, 97% des femmes allaitent leurs enfants et environ un enfant sur 10 est correctement allaité. 12% des enfants de 0 à 6 mois sont nourris exclusivement au sein, selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Des chiffres qui inquiètent la direction de coordination du programme de nutrition. Selon les responsables de cette direction, 91% des populations utilisent la médecine traditionnelle, d'où des journées d'information et d'échange en vue de la sensibilisation des praticiens sur l'importance de l'allaitement maternel. Aujourd'hui, nous venons avec les praticiens, les naturothérapeutes, parce que eux aussi, ils reçoivent, comme l'a dit le directeur coordonnateur de la médecine traditionnelle, 91% de la population a recours à ces praticiens. Donc il serait bon qu'ils aient des messages justes pour passer ces messages, pour conseiller aussi les mères qui reçoivent, et même les maris, sur le choix de l'alimentation. Une sensibilisation à laquelle adhèrent les praticiens. Pour la direction de coordination du Programme national de nutrition, la malnutrition et la commercialisation des substituts du lait maternel constituent un danger pour les nouveau-nés, mais aussi un véritable problème de santé publique. Nous poursuivons avec l'actualité. La décision du gouvernement congolais de bloquer les comptes de l'hôpital du docteur Denis Mukwege, qui prend en charge les victimes de viols depuis 15 ans, a provoqué un tollé en République démocratique du Congo. Depuis le 31 décembre, une partie du personnel médical de l'hôpital est en grève. Ils sont infirmiers, médecins et travaillent à l'hôpital de Panzi du docteur Mukwege. Depuis 3 jours, ils protestent devant la direction régionale des impôts à Bukavu pour réclamer le paiement de leur salaire de décembre bloqué par l'administration. En cause, une polémique sur le statut de l'hôpital. Le gouvernement congolais affirme que l'établissement où le docteur a fait sa réputation en opérant les femmes victimes de violences sexuelles est un hôpital privé. Et à ce titre, il se doit de payer à l'État une taxe sur les salaires. Mais le docteur Mukwege, lui, rétorque que son hôpital est public puisque la structure est prise en charge par le gouvernement. Conséquence, les comptes de l'hôpital de Panzi sont donc gelés depuis 1 mois. Certains pensent que plus qu'une histoire d'impôts, l'État congolais fait payer à Mukwege son discours lors de la remise du prix Sakharov en novembre dernier.
Le gynécologue s'en était pris au gouvernement, critiquant l'insécurité et la mauvaise gouvernance qui, dit-il, gangrène la région du Kivu. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le docteur Mukwege dénonce un harcèlement fiscal et une discrimination. Il y a selon lui urgence à agir et ce dans l'intérêt des malades. Depuis 1999, 40 000 femmes et enfants ont été soignés à l'hôpital de Panzi. Et dans le reste de l'actualité, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite au pouvoir depuis 2005 est malade. Il a été hospitalisé mercredi à Riyad pour soigner une pneumonie. Vendredi, les médecins ont dû lui placer un tube pour l'aider à respirer. Le roi Abdallah est âgé de 90 ans. Il a déjà été opéré plusieurs fois ces dernières années. C'est son demi-frère, le prince Salman, âgé de 77 ans, qui exerce en réalité le pouvoir. L'Arabie Saoudite participe entre autres à la coalition aérienne contre les djihadistes du groupe État islamique en Syrie et en Irak. Vol d'Air Asia, 4 grands morceaux de l'avion ont été localisés au large de l'île de Bornéo, à environ 30 mètres de profondeur. Les recherches s'accélèrent, 30 corps ont été repêchés et pour l'instant, les boîtes noires n'ont pas encore été retrouvées. Selon le gouvernement indonésien, l'avion aurait emprunté un couloir aérien pour lequel il n'avait pas reçu l'autorisation. Les conditions météo n'ont jusqu'à présent pas permis aux plongeurs de se rendre sur l'épave, mais des sondes ont repéré 4 grands morceaux, certains d'une dizaine de mètres de long, appartenant à l'avion. Je peux vous assurer que la découverte d'une traînée de carburant et de plusieurs grands objets, tout cela fait partie de l'avion d'Air Asia que nous recherchons. Objectif désormais, retrouver les boîtes noires, afin de comprendre ce qui a bien pu se passer ce dimanche 28 décembre, au moment où la 320 d'Air Asia a disparu des radars, 40 minutes après son décollage de Surabaya. Une recherche qui paradoxalement pourrait être plus difficile en raison de la présence de nombreux secouristes venus de plusieurs pays. L'épave ne se situe pas dans des eaux très profondes, 30 ou 40 mètres seulement. Et donc théoriquement, on devrait éviter de faire trop de bruit pour pouvoir repérer le signal des boîtes noires parce que ce signal est assez faible. Parallèlement, les corps continuent d'être rapatriés vers Surabaya où les attendent les familles. Mais le processus d'identification est souvent long en raison du mauvais état des cadavres. Nous voulons que ces corps soient identifiés le plus rapidement possible afin que nous puissions organiser les funérailles. Les premiers enterrements ont eu lieu. Vendredi, le PDG d'Air Asia a assisté à l'un d'entre eux. Un PDG qui se retrouve sous le feu des premières critiques. Selon les autorités indonésiennes, la compagnie n'avait plus d'autorisation pour voler le dimanche entre Surabaya et Singapour. En conséquence, le ministre des Transports a décidé de geler le permis d'Air Asia sur ce couloir jusqu'à la fin de l'enquête. Par ailleurs, il demande de vérifier toutes les autorisations pour les vols prévus lundi. Dans l'actualité également, le cargo qui transportait 360 migrants est arrivé hier soir dans le sud de l'Italie. Fin d'une pénible odyssée pour les passagers abandonnés par leur équipage. Ces clandestins ont été repartis entre plusieurs centres d'accueil. Les Adines, enfin amarrés après plusieurs jours à la dérive. 360 migrants étaient à bord. Ce matin, il reste des affaires personnelles, des couvertures sur les ponts. Voici le bateau de l'intérieur. Partout, des détritus. Dans ces cales de transport d'animaux, des sacs poubelles où dormaient à côté des femmes et des enfants. 23h30 hier soir, les traits tirés, les visages fatigués, ces Syriens se pressent pour toucher la terre ferme. Un peu de nourriture, des boissons chaudes, c'est la fin du calvaire. Et comment était le voyage? Ça a été vraiment difficile, ça a duré 11 jours. Ouais, 11 jours. Est-ce qu'il y avait des enfants à bord? Oui, 75 enfants. Beaucoup disent avoir embarqué en Turquie, où des passeurs ont organisé leur voyage, facturé en milliers de dollars. Moi j'ai payé $3 000. Moi j'ai payé $7 000. Hier soir, la police a interpellé 6 migrants soupçonnés d'organiser ce trafic. Tous ont été relâchés. Et pour les familles, c'était plutôt direction les centres d'accueil. Venise puis Turin. 12 heures de route à travers l'Italie. Ultime voyage, il vient tout juste de se terminer.
Retour sur le continent, cap sur la Guinée avant de refermer cette édition pour parler de lutte contre la corruption. Une convention vient d'être signée entre l'Union guinéenne antifraude et l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Ces deux structures entendent renforcer leurs capacités afin de réduire le phénomène. 2015 s'annonce avec une batterie de dispositions pour lutter contre la corruption et améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. L'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance suit la cadence du chef de l'État. L'ANLC vient de signer une convention de partenariat avec l'Union guinéenne antifraude UGAF. Cette ONG est sollicitée dans la prévention du fléau et la détection de ses auteurs. Le volet répression relevant de la compétence de la force publique. Nous serons sur le terrain, nous allons rentrer dans les maisons, nous allons sensibiliser les gens pour leur dire que la corruption n'est pas une bonne chose et que si nous prenons quelqu'un, vraiment nous n'allons pas vraiment avoir hésité de dénoncer la personne. L'approche participative des citoyens à l'action publique fait partie de la nouvelle stratégie de l'Agence de lutte contre la corruption. C'est cette stratégie qu'elle développe avec UGAF. Cette ONG a fait déjà des preuves sur le terrain depuis 2011. Nous en avons apprécié et nous avons pensé à ce stade qu'elle pouvait être un partenaire utile pour le volet prévention et voire même la recherche des preuves de corruption sur le terrain. Les fruits de cette collaboration seront évacués dans les mois à venir. L'objectif à terme est de réduire le phénomène de la corruption en Guinée. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Africab Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africab.